Ok. Donc, suite du cours sur de la géométrie. Dans l'optique de faire de l'algèbre linéaire. Alors, produit scalaire euclidien dans le plan et dans l'espace. On peut utiliser un produit scalaire dans le cadre des problèmes qui font apparaître des longueurs. On va tout de suite comprendre le truc. La technique qui se produit, c'est que si vous avez des égalités de longueur à démontrer, si vous restez sur les longueurs, vous avez très peu d'outils d'algèbre. Parce qu'en particulier, vous perdez les identités remarquables, la linéarité qu'on vient la bilinéarité du produit scalaire qu'on vient de présenter. Par contre, si vous avez l'idée de remplacer une norme au carré, une longueur au carré par une norme au carré, et donc par le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, alors là, vous allez avoir tous les outils de distributivité qui vont apparaître. Donc c'est une initiative qu'on prend, on quitte le monde des scalaires pour rejoindre le monde des vecteurs. Et là, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous, un monde algébrique. Regardez la formule d'Al-Kashi. La formule d'Al-Kashi, c'est une formule hyper connue, mais qui n'était pas démontrée à l'époque avec les vecteurs. Elle était démontrée avec les cosinus, les sinus, avec la trigonométrie. C'est très long à démontrer. Moyennant tout ce qu'on a fait avant et qu'on n'a pas démontré, donc je ne suis pas en train de dire qu'on va démontrer Al-Kashi en 3 secondes. On va le démontrer en 3 secondes parce qu'on a tout démontré avant. On a tout admis avant, hein, évidemment. Mais partant du fait que maintenant, tout ce que j'ai présenté dans le cours par le cours synthétique est vrai, la formule d'Al-Kashi, elle sort toute seule. La formule de Cauchy, c'est une généralisation de Pythagore. Donc, vous avez ici un triangle ABC, un triangle non plat, hein, non aplati. Et Al-Kashi, il a dit qu'on pouvait calculer la longueur BC en fonction des longueurs AB et des longueurs AC. Exactement ce qu'avait dit Pythagore, mais Pythagore, lui, travaillait dans un angle droit. Al-Kashi le fait dans un triangle qui n'est pas forcément rectangle. Bon, on va faire la formule en même temps que la démonstration, ça prend une ligne. Donc, on voudrait calculer BC. D'accord? BC carré. On a l'idée de passer en produit scalaire. Donc, on transforme BC carré par BC scalaire BC. Ok. Alors, quelle idée on va avoir si on veut exprimer le vecteur, la longueur BC en fonction de la longueur AC de la longueur AB? Oui. Alors, je pense pas qu'on. Alors, si tu veux, là, on peut très bien se dire qu'il y a deux manières de montrer le Cauchy. Ou tu le démontres par la géométrie vectorielle, ce que je propose de faire là, ou tu démontres par la géométrie analytique. La géométrie analytique, ça veut dire que tu vas te donner un repère. Alors, dans ce cas-là, bah, tout est permis. Hein. Tu peux te dire l'origine, c'est quand A. B, bah, c'est l'origine de l'axe des abscisses. Alors, le gros problème, c'est que si vous voulez faire des produits scalaires, il faut absolument avoir un repère orthonormé direct. Donc, tu vas être obligé d'introduire un point un peu artificiel ici, là, pour avoir un repère orthonormé direct. Et quand tu repères ton point C, ça va marcher, mais ça va pas être joli. Donc là, ça va être beau. Là. Ça va être algébrique, donc ça va être beau. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire apparaître le point A? Oui. Voilà, hyper connu. Relation de Chasles. Donc, j'écris BA plus AC. Et là, vous voulez apparaître une magnifique identité remarquable. Pardon, j'ai oublié bien vecteur ici. Donc là, c'est superbe parce que ça devient de l'algèbre. Donc on y va, on l'applique. Ça donne première norme au carré, on avait dit. Plus deuxième norme au carré. Plus. Alors on avait dit 2 fois le produit scalaire. Donc 2 BA scalaire AC. Ben, c'est ça, on Cauchy, c'est simplement ça. Sauf que comme à l'époque, ils n'avaient pas des produits scalaires, ils écrivaient AB carré plus AC carré plus 2. Alors là, comme ils voulaient reconstituer l'angle ABAC, évidemment, il faut multiplier le vecteur BA par moins 1. Ça vous donne moins 2. Donc là, je peux l'écrire comme ça avec une accolade, si vous voulez. Ça, c'est moins AB scalaire AC. Alors, au départ, le moins, il est dans la parenthèse. Là. Au départ, le moins, il est comme ça. Mais par bilinéarité, le moins, je peux le factoriser. Je peux le sortir.
ce qui donne moins 2. Et là, maintenant, on applique la définition géométrique du produit scalaire. Longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle ABAC. Voilà. Premier Al-Kashi. Et vous voyez que si l'angle est droit, le produit scalaire est nul. Donc on retrouve Pythagore. Donc on vient de démontrer Pythagore en une ligne, moyennant la présence du produit et de la connaissance des propriétés algébriques du produit scalaire. Des questions? Alors que tu passes en géométrie analytique, pour démontrer ça, enfin, c'est un petit peu plus, c'est moins beau, quoi. Alors, l'inégalité triangulaire, idem. L'inégalité triangulaire, alors là, il faut la présenter comme un outil d'algèbre parce que vous savez que ce mot d'inégalité triangulaire, on le rencontre dans beaucoup de chapitres. On le rencontre en géométrie de manière assez classique et elle s'appelle inégalité triangulaire parce qu'il y a un triangle. Mais après, on généralise ça à quel chapitre? Dans quel chapitre vous avez entendu parler de ça, inégalité triangulaire? Complexe. Alors, les complexes sont équivalents en fait à la géométrie plane, donc c'est pas surprenant. Quel chapitre? Dans les sommes. Dans les sommes. Donc la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Ça marche aussi avec les modules. Le module d'une somme est plus petit que la somme des modules. Et vous n'avez pas fait le chapitre d'intégration? Ça marche aussi. Pas de chose? Pour les séries. Alors effectivement, pour les séries qu'on a vues ensemble, c'est une généralisation pour les sommes infinies qui fait que le module d'une somme même infinie est inférieur à la somme des modules. Bon, ben ça, on appelle tout ça des inégalités triangulaires parce qu'en fait, elles viennent de la géométrie. C'est parallèle avec ce qui se passe en géo. En géo, on le démontre par rapport à des normes. Donc, on se donne deux vecteurs U et V et on veut démontrer que, autant dans le plan que dans l'espace, hein, la norme de U plus V est plus petite que la norme de U plus la norme de V. Vous voyez que donc c'est exactement ce que je vais démontrer là-bas, sauf que là je le fais que pour 2 et après par récurrence immédiate on peut le faire pour 3, pour n et pour une infinité. Bon, pour une infinité c'est un petit peu plus délicat quand même. Hein. Pour une infinité il faut refaire le chapitre sur les scènes. Alors la preuve, elle sort toute seule, on met au carré et on applique les identités remarquables. Donc on calcule le premier au carré, je vais vous laisser faire. On calcule le deuxième au carré et on compare. C'est à vous. Il y a quelqu'un là qui nous fait. Je l'écris là? Dans le trou là. Bonjour. Ouais.
deuxième typique, c'est le somme de réel ou pas réel. Tu connais depuis longtemps. Bon, voilà. Vérifiez bien que dans le premier, vous n'êtes pas trompé. Ça, c'est l'erreur assez classique. Je fais exprès. Hein. Donc, ton prénom, c'est Émilie. Émilie. Donc, Émilie, elle ne s'est pas trompée, mais souvent, on se trompe. C'est qu'on confond l'identité marquable de la ligne 1 et celle de la ligne 2. C'est écrit choix. Là, tu n'as pas mis deux fois le produit scalaire, mais deux fois le produit énorme. Là, on voit bien la différence. On voit bien l'erreur pour ne pas apparaître. Erreur classique, classique. Et donc là, Émilie, tu ne nous as pas dit pourquoi c'était OK. Pourquoi on a démontré ce qu'on voulait? Parce que continue, c'est voilà. C'est QFD. Bon, après, là, on va de vite, mais vous savez que comme les nombres sont positifs, démontrer que l'un est plus petit que l'autre, ça équivaut à démontrer que leurs carrés sont dans cet ordre. C'est la croissance de la fonction carrée sur R+. Donc, vérifiez bien, ça c'est fondamental, que vous avez mis ici le produit scalaire, comme Émilie, et pas le produit des normes. Sinon, vous vous trompez, c'est pas la même identité remarquable. C'est bon? Alors, ça, c'est quand vous avez des problèmes de longueur. Donc, il y a plein d'exos comme ça, en particulier pour redémontrer des théorèmes qui étaient démontrés à l'époque des Grecs, mais qui mettaient des pages et des pages à démontrer. Nous, il nous faut 2 lignes grâce à Chasles. Grand B, utiliser un produit scalaire dans les problèmes d'angle. C'est tout à fait naturel que ça se produise, puisque la définition géométrique fait intervenir un cosinus. Vous allez voir que la formule géométrique en algèbre linéaire, on ne va jamais l'utiliser, parce qu'on déteste les cosinus en algèbre linéaire. On déteste ça. Le cosinus n'étant pas une application linéaire. Alors, quand même, pas non plus passer sous silence cette chose-là, le produit scalaire permet de calculer un angle non orienté entre deux vecteurs. Entre deux vecteurs non nuls, évidemment. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que si U et V sont donnés, c'est le cosinus entre U, le cosinus de l'angle UV, c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs divisé par le produit de leur norme. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner d'exemple. Hein, c'est des exemples à la noix. Je vous donne deux vecteurs UV, je vous demande calculer leur norme, calculer le produit scalaire et en divisant le cosinus. C'est super faible de faire ça. Parce que vous ne connaissez même pas le signe de l'angle. Pour trouver un angle entre deux vecteurs dans le plan, il vaut mieux utiliser des complexes. Parce que l'argument, lui, il contient l'orientation. Donc c'est assez faiblard. De la même manière qu'utiliser un produit scalaire pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, oui, je sais que c'est comme ça sert à ça au départ, mais c'est assez faiblard. Le produit scalaire, il est fort quand il fait ça. Parce que là, il fait de l'algèbre. Donc dans les problèmes d'angle, c'est pas non plus un truc génial que d'avoir le produit scalaire. Bon, c'est quand même intéressant de le spécifier. En particulier, si vous voulez démontrer, donc c'est ce qui nous indiquait après, si vous voulez démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, hop, voilà, donc, en particulier, hop, tout ça c'est bon, tout le monde l'a pris. Hein. Donc en particulier, un produit scalaire est nul si et seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux. Je le redémontre, enfin je le redis, c'est carrément la définition de l'orthogonalité des deux vecteurs qu'on avait donné dans le chapitre synthétique. Alors, beaucoup plus intéressant, quand c'est utiliser le produit scalaire pour projeter un vecteur sur la droite ou dans le plan. Alors, ces formules-là, je ne vous ai pas mises dans le cours distribué. Je voulais qu'on les écrive. Je les ai enlevées, je crois, ouais. Je les ai enlevées.
Je voulais qu'on les écrive parce que ce sont des formules très connues, très classiques, que vous utilisez très souvent en physique, mais dès qu'elles sont en mathématiques, elles peuvent vous poser problème. Alors, tout ça parce que ce n'est pas la même notation. Donc, grand C, utiliser un produit scalaire pour projeter un vecteur sur une droite ou un plan. Alors, effectivement, ça dépend si on est en 2D ou en 3D. Là, je commence à avoir un Y. Si je suis en 2D, enfin, vous allez voir. Même en 3D, ça marche. Même en 3D, ça marche. Donc, en géométrie ou en algèbre. Parce que ça vous permet effectivement de faire des projetés orthogonaux, hein, uniquement. Projetés orthogonaux. On va le rajouter pour projeter orthogonalement. Rajoutez-le. Sinon, c'est pour trouver les formules, les représentations analytiques d'un projecteur en algèbre linéaire, on ne peut pas passer par le produit scalaire. Alors, on va se donner un point du plan ou de l'espace. On va se donner une droite. Alors, à partir de maintenant, comme je fais de la géométrie, mes droites ne vont pas forcément passer par l'origine. Je suis obligé ici de vous dire, soit dès la droite passant par M0, et alors je ne vais pas dire diriger, je vais dire engendrer, pour utiliser le vocabulaire d'algèbre linéaire. Mais ça veut dire la même chose. Hein. Diriger et engendrer, c'est pareil. Mais dans le mot diriger, il y a de la géométrie, alors que dans le mot engendrer, il y a de l'algèbre. Soit dès la droite passant par un point M0 et qui est engendré par un vecteur U. Alors attention, il faut toujours que les vecteurs qui dirigent les objets en physique soient de norme 1. À chaque fois que vous avez votre vecteur UX sur l'axe abscisse, automatiquement, on vous donne norme 1. Sinon, il n'y a plus rien qui marche. Idem, si maintenant on se donne un plan, donc là je suis en 2D ou en 3D. Hein. Si j'ai un plan, c'est que je suis en 3D. Hormis cette distinction-là, les formules vont être les mêmes, en 2D et en 3D. Donc ce qui se passe, c'est que je prends le plan qui passe par M0 et qui est engendré cette fois par deux vecteurs V et W de norme 1. Alors évidemment, V et W ne doivent pas être collinéaires, sinon c'est pas un plan. Je ne vais pas spécifier, mais c'est sous-entendu. V. Alors, comment vous dites en algèbre que deux vecteurs sont non collinéaires? Comment ça se dit en algèbre? Vous avez fait jeudi dernier, je crois. Vous avez deux vecteurs, V et W. Comment ça s'appelle ce genre d'objet-là? Les deux vecteurs que vous mettez dans une famille. La famille doit être si c'est pas linéaire et libre. Libre. Donc, entre parenthèses, en algèbre, on dira la famille des vecteurs V et W est libre. Sinon, ce n'est pas un plan. Une droite. Parce que vous ne faites pas abuser en algèbre linéaire. Si vous avez un point, qui est toujours l'origine en algèbre linéaire, si vous avez un vecteur U, et puis si vous avez un vecteur, je ne sais pas moi, un 4U, 2U, ben, attention, ne faites pas avoir, c'est qu'en algèbre linéaire, ça, ce n'est pas un plan, c'est une droite. Parce que les vecteurs sont flottants, et je vous ai dit que par défaut, on met toujours tous les vecteurs au même point d'application. Donc le vecteur que j'ai mis 2U là-bas, là, il faut comprendre qu'en fait, il faut le ramener en 0. Donc, en algèbre linéaire, on écrira que vect de U, 2U, ben c'est vect de U. 2U ne sert à rien. Parce qu'en fait, ce vecteur-là, bing, je le mets là, ben, c'est deux vecteurs collinéaires. Donc en fait, ce générateur, il est totalement superflu. Donc ne croyez pas que quand dans un vect, il y a deux vecteurs, c'est forcément un plan. Il faut vérifier que la famille est libre. Alors, pour savoir qu'une famille de deux vecteurs est libre, c'est vraiment, ça se voit hein, à l'œil. Il n'y a pas de calcul à faire. Vous regardez, si les coordonnées sont proportionnelles. Facile. Alors, dans ce cas-là, vous avez des formules. Alors, c'est des formules en général, qu'on applique tout le temps en physique, mais sans trop le dire, parfois. C'est que si vous avez un point, donc là, je suis dans la configuration où j'ai une droite qui passe par M0 et qui est dirigée par un vecteur U.
si tu prends un point grand A et que tu veux le projeter orthogonalement sur D, en un point H, eh bien la relation que tu obtiens, c'est qui est donnée. Alors, il faut faire attention aux notations. Faire attention aux notations, parce que là, il y a deux produits qui se mélangent. Ça, c'est un produit scalaire. Mais comme ça, c'est un réel, ça, là, ici, là, c'est un produit d'espace vectoriel. C'est une loi de multiplication externe. Un réel multiplié par un vecteur. Alors, c'est pour ça que très souvent, quand on utilise des produits scalaires, on introduit une nouvelle notation avec les produits scalaires. On ne met pas un produit avec un point, parce qu'on peut s'embrouiller. Vous verrez très souvent, plutôt l'année prochaine, des choses comme ça. On met des crochets avec une barre verticale au milieu pour dire ça c'est un produit scalaire. Et le point, je le réserve à la multiplication d'espace vectoriel. D'accord? Donc ici, je ne l'ai pas fait. Si vous le faites, si vous n'avez pas vous embrouiller. Il faut bien comprendre que ça, c'est un réel. Donc ce n'est pas la même loi là et là. Donc on obtient que M0H, c'est un scalaire fois U, c'est pas surprenant, puisqu'on projette sur la droite engendrée par U. Et puis c'est pareil dessous, vous prenez un point, vous prenez un plan P, il est engendré par U et par V. Donc moi, quand je fais un plan, j'ai toujours ça dans la tête. Hein. C'est le modèle du plan. Et quand on va faire les exos à la fin de la planche, on ne va pas aller s'amuser à représenter les plans parfaitement. Alors, soit A, le point de coordonnées 12, 14, 16, alors je vais le représenter. C'est pas ça. On ne peut pas le faire, ça ne sert à rien de représenter en 3D de manière propre. Ce qu'il faut, c'est avoir des modèles. Le modèle du plan, c'est ça. Et le modèle de la projection, bien évidemment, on l'a fait tout à l'heure, c'est ça. Donc ici, c'est une projection qui est orthogonale. Ce n'est pas du tout étonnant que le vecteur qu'on obtienne OH, vous voyez ici, hein, donc ici, le vecteur M0, pourquoi j'ai mis O, M0, c'est la déformation de la jalonnière. Donc tout à l'heure, le vecteur M0H, ici le vecteur M0H, ce n'est pas du tout étonnant que le vecteur M0H, il s'écrive comme combinaison linéaire de V et de W. Excusez-moi, ça s'appelle VW. Donc en algèbre linéaire, on dit M0H s'écrit comme combinaison linéaire de V et de W. V et W ne sont pas collinéaires, constituent une famille libre. Donc VW est une base du plan P. Et les coordonnées, les objets qui sont ici, sont les composantes, ou alors on dit aussi les coordonnées du vecteur M0H dans la base VW. On peut l'écrire, vous aurez le vocabulaire d'algèbre linéaire. Alors une base, vous avez le temps d'introduire ce que c'est? Famille qui est libre et génératrice. Donc génératrice est fondamentale parce que génératrice, ça dit que votre famille vous permet de vous repérer dans l'espace dans lequel vous êtes. Donc c'est important pour une famille d'être génératrice. Ça permet d'atteindre tous les points. C'est une sorte de surjectivité, le caractère générateur. Le caractère libre, c'est un caractère qui évite les redondances. C'est-à-dire que si vous avez dans une famille des vecteurs qui sont liés entre eux, ça veut dire qu'il y en a un qui ne sert à rien dans le repérage. C'est-à-dire qu'il y a au moins un vecteur. Si un vecteur s'exprime comme combinaison linéaire des autres, ça veut dire que ça ne sert à rien que je vous le donne pour que vous puissiez vous repérer. Donc autant le supprimer. Si vous ne le supprimez pas, vous allez avoir plusieurs coordonnées possibles pour arriver au même point. Exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avec les coordonnées sphériques. Et ça, nous, on déteste. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout point de l'espace se repère de manière unique par un n-uplet de coordonnées. Un n-uplet, si on est en dimension n. La dimension d'un espace vectoriel, c'est le cardinal de ses bases. Donc, un espace qui est ici en dimension 2, donc comme un plan, par exemple, eh bien, il a forcément une base à deux vecteurs non liés. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, M0A scalaire V et M0A scalaire W. Alors, c'est quoi ce A? C'est un point du plan, excusez-moi, je suis en train de... alors, mes notations, il faut qu'on voit bien les notations ensemble. Vous avez ici un point du plan, vous le repérez, vous le projetez. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Donc, M0A scalaire V et M0A scalaire W, c'est les coordonnées
du vecteur M0H dans la base VW. Bon, alors, pour démontrer ça, bon, on va pas le faire. Enfin, pour marquer si, il faut quand même discuter. Regardez, c'est très simple. C'est très simple, il faut le faire quand même. La démonstration, vous pouvez la voir carrément sur la figure. Ce qui vous embête, si vous voulez calculer cette longueur-là, qui vous intéresse. Vous connaissez quoi? Vous connaissez cette longueur-là. Donc, vous voudriez qu'il ne vous reste plus que ça. Qu'il ne vous reste plus que ça, il faut virer ça. Il faut virer la composante orthogonale. Le produit scalaire, il sert à ça. Puisque le produit scalaire s'annule lorsque les vecteurs sont orthogonaux. Ça veut dire que quand tu appliques des produits scalaires bien placés, tu supprimes les composantes orthogonales. Donc tout ce qui va être orthogonal va disparaître. Moralité, si je fais le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur M0A, il va me rester plus que du collinéaire à U. Regardez, on le fait. Bah, carrément une preuve. Avant la remarque, petite preuve. En une ligne, on n'a qu'à la faire. Pour le premier point, je calcule M0A scalaire U. On applique la relation de Chasles. M0H plus HA scalaire U. Et tadam, quand on développe, la composante orthogonale s'en va. Donc il ne vous reste plus que M0H. C'est exactement ce que je voulais. M0H, c'est ce que je voulais garder. Donc, je suis content, c'était bien le produit scalaire qu'il fallait faire. Scalaire U plus 0. Formidable. Formidable parce que ça signifie donc que, alors ça signifie, alors il faut aller un petit peu plus loin, mais c'est que quand tu calcules le produit scalaire M0A scalaire U, tu obtiens M0H scalaire U. Donc, le vecteur M0H, celui qui t'intéresse. Or, le vecteur M0H, il est collinéaire à U. Donc, il existe un lambda appartient à R tel que M0H soit égal à lambda U. Et moi, ce que je cherche, c'est lambda. Et bien, en fait, lambda, on vient de le trouver. On vient de le trouver parce que M0A scalaire U, c'est M0H scalaire U. Et si donc je compose ici cette égalité par scalaire U, donc je fais scalaire U à tout le monde, ça donne M0H scalaire U égale lambda U scalaire U. Et U scalaire U, ça fait norme de U au carré. Or, vous vous rappelez, c'est là que ça sert quand même. Un lambda. Ah, voilà, c'est QFD. On vient de démontrer que M0H scalaire U, c'est lambda. Moralité, on vient de trouver que le scalaire qu'on cherchait, c'est lambda, donc on a démontré la première formule. Et je ne fais pas la deuxième, c'est pareil. La deuxième, c'est pareil, à part que c'est 2 fois plus long. Vous voyez que je ne parle pas d'angle, je ne parle pas de cosinus. En fait, il va falloir que la formule géométrique, il va falloir un peu l'oublier. En fait. On s'en servira très très peu. Vous en servirez l'année prochaine quand on fait des rotations un petit peu. Là, tant qu'on ne tourne pas, il n'y a pas besoin d'angle. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle de la géométrie synthétique. La géométrie qui travaille avec les coordonnées, donc ça vous préférez en général. Hein. Vous aimez bien avoir des points de coordonnées 3, 4, 6, un vecteur de coordonnées 12, 14, 15, voilà, et puis je vous demande de calculer les points scalaires, vous êtes heureux. Ça, c'est de la géométrie analytique. Et c'est vrai que c'est fort. C'est fort, mais c'est calculatoire. Ça, c'est fort parce que c'est pas calculatoire. C'est algébrique. Donc en algèbre linéaire, on n'a pas besoin d'être très bon en calcul. Par contre, il faut être bon en structure. Il faut avoir le cerveau structuré. Savoir des lois qu'on manipule, qu'est-ce qu'elles ont comme propriété, qu'est-ce que je peux faire avec le produit scalaire, qu'est-ce qui est autorisé de faire. Il y a beaucoup de choses. Vous le voyez ici. Donc, idem pour le deuxième point. Donc, deuxième point, admis. De même. Voilà. C'est QFD. Pour vous amuser, si vous voulez vous entraîner, c'est pareil. C'est vecteur unitaire, là, U. Vecteur U, tout est unitaire. Norme 1, norme 1, norme 1. C'est souvent en général l'erreur qui est faite lorsque vous projetez en maths, c'est que vous voyez une base dans un espace.
Voilà, donc vous avez une base, vous êtes content, mais vous devez l'ortho-normaliser. D'abord, vous devez normaliser les vecteurs, et puis ensuite, je ne l'ai pas dit, il faut le rajouter. Des vecteurs V et W, si vous voulez que la formule qui est ici fonctionne, qu'ils soient orthogonaux. Donc, il est engendré par V et W de norme 1 et, c'est bien en rouge, orthogonaux. J'oubliais. Malheur. Oui. Le vecteur générateur, est-ce que c'est un truc de véhicule? Non. Vous avez une famille génératrice d'un plan, elle n'est pas forcément orthogonale. Et si elle est orthogonale, ben, vous gagnez des galons pour appliquer les formules de produit scalaire. Voilà, et grand D, après on se fait une petite pause. Donc le produit scalaire permet aussi de calculer des distances d'un point à une droite ou à un plan. Alors ça c'est assez inattendu. C'est assez inattendu. C'est que le produit scalaire peut permettre de calculer des distances sans avoir le projeté orthogonal. C'est assez fort. Parce que le projeté orthogonal, en général, pour l'obtenir, il faut faire des calculs un petit peu de ce type-là, qui sont un petit peu laborieux parfois. Et en fait, il y a des formules qui permettent de trouver les distances sans le projeté orthogonal. Donc ça sera un exo, c'est le dernier exo du chapitre par compétence, qu'on fera sûrement demain. C'est assez inattendu parce que je vous ai dit que le produit scalaire permettait de garder la composante verte. Or, la distance, c'est la composante bleue. Donc, si je veux garder la composante bleue, il faut que je fasse un produit scalaire, non pas avec U, mais avec un vecteur normal à U. Autrement dit, je vais avoir besoin des vecteurs normaux aux droites. Voilà. Après la pause, j'aborde la notion de déterminant, donc qui est fondamentale en algèbre, qui va nous servir énormément, à savoir en particulier si une famille est libre ou liée. Voilà. Petite pause, on se donne, il est quelle heure? Il est 38, si vous voulez, on se donne 7 minutes, j'ose. On fait ça. Allez, on reprend l'enregistrement. Donc, on passe au déterminant. Alors, le déterminant, c'est un outil encore plus puissant que le produit scalaire, mais vous ne le connaissez pas encore pour la plupart. Il est temps que vous le connaissiez. Alors, je vais d'abord passer sur le cours, théorique. Alors, voilà la configuration. On vient de définir un objet qui permet de supprimer les composantes orthogonales. On voudrait, et d'ailleurs, les confusions sur les questions que je vous avais posées au début du produit scalaire sur son utilité me montrent à quel point, en fait, on aurait envie de garder les composantes, de virer non pas les composantes orthogonales, mais de virer les composantes collinéaires. Quand vous avez tout à l'heure défini le produit scalaire, non pas avec un cosinus, mais avec un sinus, ben, sans le savoir ce que vous avez fait. La définition du produit scalaire, du déterminant, elle est intimement liée à ce désir de supprimer les composantes collinéaires. Je vais préciser ce que ça veut dire parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair. Alors là, il faut absolument, je ne peux pas me permettre de faire le plan et l'espace en même temps. Ce n'est pas possible. Là, je suis vraiment obligé de partager les deux. Donc, ce qui se passe, c'est que première situation, donc, dans le plan, on va définir le déterminant de manière géométrique. On va en tirer une expression analytique et puis des propriétés algébriques. Donc, on va faire exactement pareil que pour le produit scalaire. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent, des choses qui ne se ressemblent pas. Premièrement, lorsque on veut calculer définir un déterminant de deux vecteurs. On va faire ce que vous avez dit tout à l'heure. Norme de U, norme de V. Mais ici, on va mettre le sinus de l'angle. On va mettre le sinus de l'angle. En mettant le sinus de l'angle, ça va faire qu'un déterminant va être nul si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Et en algèbre linéaire, ça va être super petit. Et il va être nul si les vecteurs sont l'un des vecteurs est nul ou les deux. Ainsi, proposition 10 qui pourrait même faire office de définition, mais en algèbre linéaire, vous l'avez déjà défini, normalement ce mot de collinéarité. Le mot de collinéarité, hein,
c'est le mot de liaison. U et V sont collinéaires, ça se dit en algèbre linéaire. La famille UV est liée. D'accord? Alors, remontez si vous voulez. Équivaut à la famille UV est liée. Il y a une famille est liée si et seulement si le déterminant de cette famille est nul. Donc c'est pour ça que la confusion qu'on a faite en début de présentation du produit scalaire, elle est importante à déminer tout de suite. Parce que sinon, vous confondez produit scalaire et déterminant. Alors, ce qui se passe, c'est que de manière assez inattendue, mais le fait qu'on ait mis un sinus, ça permet de traduire le déterminant de manière géométrique, de manière très concrète. La valeur absolue, alors le déterminant peut être négatif. Peut être négatif parce que le sinus peut être négatif. Donc, si je prends sa valeur absolue, à ce déterminant, j'obtiens un nombre positif, qui est l'aire du parallélogramme construit sur U et sur V. Donc, ça veut dire que vous avez ici, alors ça se démontre en une ligne, regardez, on peut faire la figure à côté, vous allez voir tout seul. Je prends un vecteur U, je prends un vecteur V, je vais partir tous les deux de l'origine dans la perspective de l'algèbre linéaire. Je construis le parallélogramme construit sur ces deux vecteurs, et je voudrais calculer son aire. Bon, calculer son aire, voilà, base sur hauteur. Et la hauteur, elle fait intervenir, évidemment, un projet orthogonal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si j'appliquais un produit scalaire, je n'aurais pas ce que je veux. Parce qu'un produit scalaire, ça me fait regarder OH. Or, moi, ce n'est pas OH que je veux regarder. C'est HV, là, ce vecteur-là. Eh bien, quand je veux garder la composante, non pas collinéaire, mais la composante orthogonale, je veux virer la composante collinéaire. Et donc, j'ai besoin du déterminant. Regardez, ça se voit tout seul. C'est que cette longueur-là, en faisant de la trigonométrie, puisque l'angle UV, il est là, ça sur ça, ça fait sinus θ. Donc si ça, je l'appelle grand A, ça, je l'appelle grand B, on est d'accord que sinus θ, c'est côté opposé BM, BH, sur côté adjacent, OB. Ben, si vous regardez bien, on vient de faire la démonstration. C'est fini. Vous avez remarqué que les vecteurs, je les mets souvent à la fin. Les noms des vecteurs, je les mets au bout de la flèche. Je ne les mets pas sur la flèche. Parce qu'en fait, je pense algèbre. En algèbre linéaire, on identifie toujours le vecteur avec son point d'arrivée. Donc c'est pour ça que, alors là, je suis en géométrie, donc je suis obligé de faire un doublon, vous voyez. Je suis obligé de dire le vecteur U, c'est le vecteur OB, et B, c'est le point d'arrivée. Mais en algèbre linéaire, souvent, quand on fera ça, on dira le vecteur U, on mettra le U là. Et on dira que U, c'est ce vecteur. Comme en plus, en algèbre linéaire, vous savez, on ne met pas de flèche, ça fera bien office de point, sans le dire. Alors, donc, voilà, regardez, c'est fini. Pourquoi? Parce que OB, base fois hauteur, c'est OB fois BH. Et BH, c'est OB fois sinus. On retombe exactement sur la définition du déterminant. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir dans la tête qu'un déterminant, c'est une aire. Alors, c'est une aire algébrique. Et c'est là qu'on commence à avoir un double intérêt du déterminant inattendu. C'est que le déterminant est positif si le sinus est positif. Pour que le sinus soit positif, il faut que l'angle soit entre 0 et pi. Donc, si l'angle est entre 0 et pi, autrement dit, si ton déterminant, si ton parallélogramme, il est direct. Vous avez déjà vu ça en géométrie, un carré direct. C'est un carré dont les points tournent dans le sens direct. Un parallélogramme direct, il va avoir une aire positive. Sauf que quand ce point-là, il va tourner, il y a un moment, il va passer dessous. Quand il va passer de l'autre côté, qui va dépasser l'angle θ, il va dépasser pi, on va considérer que le parallélogramme, il est indirect. Pourquoi? Parce qu'on en sera où? On en sera là. On sera O, on aura B. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ça. Donc, on va avoir O, on va avoir A, d'accord? Et puis le point B, il aura tourné, il sera là. Vous êtes d'accord que le parallélogramme OA, blabla, B, vous avez envie de dire qu'il est indirect. Dans ce cas-là, son aire définie par le déterminant sera négative. Autrement dit, le déterminant, il est marrant parce qu'il donne une aire algébrique. Positive si le parallélogramme est dans le sens direct, négatif si le parallélogramme est dans le sens indirect. Et donc, comment on va sentir que le déterminant il est lié à la convention d'orientation du plan? Quand tu te donnes un déterminant, tu te donnes un sens
imposé d'orientation des angles. Vous savez que c'est complètement imposé. Hein. Ce choix d'avoir décidé que les angles sont dans ce sens-là, c'était un choix occidental, à un moment, comme de la même manière que décider que l'axe des abscisses est dirigé de gauche à droite. Ça, c'est des conventions liées à l'écriture, liées à la pensée. Bon. Donc, on pourrait très bien penser que le sens direct des angles ne sont pas comme ça, mais comme ça. Eh bien, en fait, vous allez voir, c'est lié à un déterminant. Ok, donc, un déterminant, on peut le voir comme une aire de parallélogramme, évidemment. Le déterminant est nul, si et seulement si le parallélogramme est plat, si et seulement si, donc, les vecteurs O et OB sont collinaires. Logique. Expression analytique. Alors, pareil que pour le produit scalaire, on espère qu'il va y avoir une formule super sympa avec les coordonnées. Eh bien, démonstration que je ne fais pas avec vous, le fait de remplacer le cosinus par un sinus, ça change quand même beaucoup de choses, mais ça donne une formule à la fin très agréable. On se fixe un repère orthonormé direct du plan, dans le plan. Hein. Le déterminant de deux vecteurs est donné par, alors là, ceux qui ont fait SPMAT, vous connaissez un peu ça déjà. Et puis les autres, est-ce que les déterminants, on les rencontre ailleurs qu'en maths? Pour les matrices, mais en SPMAT. Cette année, vous avez dans aucune matière, on vous parle de déterminant. Ça ne sert à rien. Bon. Donc vous n'avez pas revu ça. Donc, le déterminant d'un vecteur, de deux vecteurs, il est donné par une nouvelle formule, c'est xy' moins x'y. Alors, regardez, un déterminant, on a coutume de le noter avec des barres verticales. C'est comme une matrice, mais à part que les délimitateurs, ce n'est pas des parenthèses ou des crochets, c'est des barres verticales. Alors faites gaffe, parce que ça, c'est une notation de matheux. Et en SI, souvent quand vous avez des vecteurs, vous avez coutume de faire des choses comme ça. X, Y, Z. Alors faites gaffe, parce que si par malheur, je ne sais pas, pour une raison X, Y, vous mettiez, commenciez à mettre des barres comme ça là, on ne prendrait plus rien du tout. Nous, la barre verticale, elle a un sens vraiment. Hein. La barre verticale, c'est une valeur absolue, un module pour un réel ou complexe. Et pour un déterminant, c'est le déterminant forcément d'une matrice qui est carrée. Vous allez voir, si la matrice n'est pas carrée, le déterminant n'est pas défini. Et il est noté avec des barres verticales. Alors, cette notation-là, elle est pratique. Pour l'instant, elle n'est que pratique. Elle a un sens, évidemment, c'est que le déterminant. Alors, quand vous avez fait le chapitre sur les matrices cette année, vous n'avez jamais parlé du déterminant d'une matrice. Bon. Le déterminant d'une matrice, c'est pour savoir si une matrice est inversible. Pourquoi? Parce que là, on est en train d'essayer de dire que, le déterminant d'un couple, d'une famille de deux vecteurs, est nul lorsque les vecteurs sont collinaires. Donc, ça veut dire que les vecteurs U et V, U, ses coordonnées, c'est X, Y. Vous savez qu'en algèbre linéaire, on met toujours les vecteurs en colonne. Toujours. Et là, vous avez V. Vous lisez dans la matrice le vecteur U en colonne et le vecteur V en colonne. Dire que les deux vecteurs sont non collinaires, c'est dire que les deux colonnes de la matrice ne sont pas liées. Il y a une matrice de 2 dont les deux colonnes ne sont pas liées, c'est une matrice inversible. Parce que son rang, c'est 2. Vous vous rappelez que pour savoir si une matrice est inversible, vous appliquez Gauss-Jordan. Et Gauss-Jordan, ça vous permet de connaître le rang de la famille. C'est-à-dire ça vous permet, à la fin, si vous avez deux pivots, ça veut dire que votre famille, au départ, les deux vecteurs, elle était libre. Le nombre de pivots, ça donne ce qu'on appelle le rang d'une famille et ce qu'on appelle le rang de la matrice. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais vos deux vecteurs sont linéairement indépendants, ça veut dire que vos deux colonnes sont linéairement indépendantes, donc le rang de votre matrice, c'est 2, et donc votre matrice est inversible. Donc, le déterminant, il a une utilité énorme en algèbre linéaire, tout de suite on le sent, alors que pour l'instant, c'est uniquement un outil de géométrie. Comment il se calcule? Il se calcule avec un petit truc en croix, là. On fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, gardez bien en tête ce petit schéma-là. Ça n'a rien à voir avec le produit scalaire. Hein. Pas du tout pareil. C'est pas la même formule. C'est normal. C'est un sinus. OK? Donc, xy' moins yx'. Alors, vous avez dû rencontrer ça dans les produits vectoriels. Les produits vectoriels, on s'en sert un petit peu, non, en SI de temps en temps. Voilà. Vous vous rappelez qu'il faut faire des produits un peu bizarres. Là, avec des... Bon, alors, vous ne voyez pas comme ça parce que vous appliquez une méthode bizarre. Là. Prenez la première ligne, vous la doublez en bas, c'est ça, et puis vous faites des diagonales. Voilà. En fait, ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Mais bon, en dimension 3. J'en parle dans quelques minutes. Donc, le déterminant de vecteurs se calcule comme ça. Donc voilà, après, il y a que des exos à la noix, très simple. OK. Alors, les propriétés algébriques du déterminant, maintenant, on regarde. Premièrement, est-ce qu'il est symétrique? Tout à l'heure, le produit scalaire, il était symétrique. Le déterminant, le problème, c'est qu'il fait intervenir une fonction impair. Donc, quand vous calculez le sinus de VU, ça donne moins le sinus de UV. Mince.
Le déterminant, il est antisymétrique. Il y a un moins ici. Donc, quand vous permutez les colonnes de votre matrice, vous multipliez votre déterminant par -1. Et ouais. Alors, la bilinéarité, par contre, on pourrait démontrer aisément qu'elle est vérifiée. La bilinéarité, ça se démontre avec ça. Hein. Alors, on va voir si vous avez une bonne notion de linéarité dans la tête, vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a défini ensemble ce que c'était la bilinéarité d'un produit scalaire. Est-ce que vous serez capable de me dire ce que c'est que la bilinéarité d'un déterminant? Donc, l'opérateur, c'est plus le produit scalaire, c'est le det. Comment est-ce que vous faites pour donner la définition de la bilinéarité? C'est dans une proposition au crayon, on en discute dans 2 minutes. Donc, je vous rappelle que vous avez besoin de 3 vecteurs. Hein. C'est la même configuration que tout à l'heure. Vous avez 3 vecteurs UV, et vous avez un scalaire lambda. J'ai mis lambda mu tout à l'heure. Je ne vous ai pas introduit là. Pour tout vecteur UV, W et lambda mu, ils sont 2 réels. Donc, 3 vecteurs et 2 réels. Comment est-ce que vous faites pour définir la bilinéarité? Alors, c'est la binarité. Il y a aussi une notion avec le combinaison linéaire, mais il y a lambda aussi. Donc moi, ce que je veux, c'est une égalité qu'avec des dates. Je dois avoir une formule qui donne le det de 2 vecteurs est égal à une somme de det. Donc à droite, une valeur de det. En gros, c'est une sorte de distributivité. Mais alors, comment est-ce que ça se distribue? Ok. Alors, maintenant, les lambda et les mu, ils sont encore à l'intérieur de la fonction. S'il y a une binarité, normalement, ça sort. Et voilà, puis là. Une virgule là, déterminant de U virgule. On va décrire la binarité par rapport à la deuxième règle. Donc là, le premier et on bouge le deuxième. Oui, c'est bien. La binarité, pourquoi on ne bouge pas? D'accord. Nickel. Vous voyez comment ça se distribue? L'opérateur de dette, c'est un opérateur qui ne se note pas comme un produit. C'est pas pour rien. D'ailleurs, qui ne se note pas comme un produit, c'est qu'il a une propriété de produit qu'il n'a pas, c'est la commutativité. Bon, c'est pas spécialement un problème. Il y a d'autres propriétés qu'il n'a pas vis-à-vis de la somme. Donc, un déterminant n'est pas qualifié de produit. Mais et donc, la différence de notation, elle est assez importante. C'est que quand vous faites un produit, vous mettez l'opérateur entre les deux. Alors que là, l'opérateur, il va devant, comme une fonction.
Donc, c'est à vous de jongler, comprendre que développer la linéarité, c'est développer une fonction dans une combinaison linéaire. Là, ce qui est un peu nouveau, c'est que c'est de la bilinéarité. Il faut comprendre que la première coordonnée ne bouge pas. OK? C'est bien de la distributivité par rapport à la deuxième variable. Et bien sûr, idem, puisque vu que vous avez une antisymétrie, ce qui marche sur le deuxième marche sur le premier. D'accord? Idem sur l'autre variable. Voilà. Alors, le déterminant dans le plan, il sert à quoi? Votre chapitre par compétence. Alors, grand 3, déterminant. Déterminant ou produit. Alors, on mettez déterminant, pas produit mixte, parce que produit mixte, c'est uniquement en 3D. Donc, grand 3, déterminant. Donc, attention, la grosse embrouille, là, l'énorme embrouille, c'est que autant pour le produit scalaire, en dimension 2, en dimension 3, il y avait beaucoup de propriétés qui se ressemblaient, autant pour le déterminant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on commence par la dimension 2, vous commencez simple, et vous allez voir que dans la dimension 3, ce n'est pas du tout comme ça qu'on calcule un déterminant. Alors, en dimension 2, à quoi ça sert? Eh bien, grand A a utilisé un déterminant dans le plan. Ça sert à plusieurs choses. J'ai mis l'essentiel. D'abord, pour calculer une aire algébrique de parallélogramme de triangle. Ben, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on va donner un exemple quand même, parce que vous n'avez jamais calculé de déterminant pour certains. Je sais pas, je vais vous donner. Donc, on travaille dans un repère normé direct. Hein. Donc, muni, rajoutons-le. On va. Alors, je regarde quand même, je vais faire à chaque fois. Ouais. Alors, dans un. Alors, il faut toujours un repère ortho normé direct ou hygiène du plan. Je vous donne, je sais pas moi, 3 points. Donc, je sais pas, au pif. Hein. 1, 2, moins 1, 1, et 0, 2. Et je vous demande de trouver l'aire du triangle ABC. Alors, aire algébrique. Donc, sachant que vous savez, c'est compter positivement si le triangle est direct, négativement s'il est indirect. Voilà. Donc, juste un petit calcul du déterminant. C'est très simple. Super pratique. Hein. Calculer le déterminant, calculer l'aire, normalement, il aurait fallu trouver le proche orthogonal, pour trouver la hauteur. Donc, c'est un petit peu long. Avec un déterminant, c'est surtout seul. Donc, moi, je ne vais pas m'amuser à placer les points ABC. Hein. Pour moi, voilà, ça y est, je l'ai. Un triangle. C'est beau, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer son aire. Donc, je vois deux vecteurs qui l'engendrent. Celui-là, par exemple, et celui-là, vous prenez ce que vous voulez hein, comme vecteur. Moi, j'ai pris AB et AC, mais... D'ailleurs, ce n'est pas forcément très malin. On peut parfois choisir le point le plus simple. C'est bien de choisir en commun le point qui a les coordonnées les plus sympathiques. Donc, si vous vouliez choisir plutôt C en commun, vous aurez droit. Comme vous voulez. Faites-le par la méthode de votre choix. On va tous obtenir pareil. Alors, attention, sachant que, non, quand même, si on veut obtenir pareil, il faut que vous choisissiez CA, CB. Hein. Il faut vous débrouiller de prendre
l'air dans le, enfin, les points dans le sens alphabétique, quoi. On va faire ABAC, d'accord? Parce que si je prends ABC, je veux l'air algébrique, il faut que vous fassiez ABAC, ou bien BCBA, ou bien CACB. Si vous voulez avoir le même signe que nous. Allons-y. Donc on calcule les coordonnées des vecteurs. On va calculer le déterminant, si vous voulez, de AB AC. Vous me corrigez si jamais vous pensez que ce que je fais n'est pas exactement. Je vous rappelle que ça, c'est un parallélogramme. C'est pas un triangle. Monsieur, quand on va calculer un déterminant, ça va nous donner un seul scalaire. Oui. C'est comme un produit scalaire, ça renvoie en réel. Okay. Ça donne une aire. Okay. Vous devez calculer deux vecteurs et vous mettez leurs coordonnées en colonne. Donc normalement, ça doit se faire carrément de tête. Hein. Vous êtes relativement bon en calcul mental. Vous faites ça, Là, vous mettez les coordonnées de AB, calcul mental. Là, vous mettez les coordonnées de AC, calcul mental. Ça se fait, non? Dans des soustractions. Coordonnées d'un vecteur à l'ancienne. Ah, c'est ça. Ouais. C'est CACB. D'accord. Je crois que c'est CACB, ouais. On va faire pareil que 5, effectivement. Alors, les signes ne sont pas très clairs. Moins 2 fois moins 2, c'est ça ou... Tu peux mettre les bons signes dans le déterminant qu'on va bien ici. Ah, ok. Ouais. Moins 2, moins 1, c'est ça? Je l'ai écrit. Ouais. Réfléchis à la signe, tout est faux. C'est moins 2, moins 1. Oui. Et 1, moins 2. 1, moins 2. Ok. Merci. Moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1 pour la première colonne. 1, moins 2 pour la deuxième. Ok. Et après, on fait le petit dessin là. Donc, ça fait 4 plus 1, 5. C'est bon? Facile. Là, vous venez de trouver l'aire de quoi là? Ah alors? Divise tout par 2. Hein, on est d'accord que l'aire d'un triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs. Donc, ça donne 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et donc, on obtient 5 demi. Ok? 5 demi de quoi? Ben, 5 demi de l'unité, évidemment. Ça dépend de 5 demi en unité d'aire. Et donc, ça dit que effectivement le triangle était direct. Ceux qui ont fait le dessin, mais que je n'ai pas fait moi, bah, ils se sont rendu compte effectivement le triangle tournait bien dans le sens direct. Ok, A2. Pour trouver une condition de collinéarité ou de liaison entre deux vecteurs de l'espace. Alors, ça dépend comment on va poser l'exercice, ça peut être très faiblard. Parce que deux vecteurs collinaires, ça se voit tout de suite. Sauf si on vous donne des paramètres. Exemple. Je vous donne le vecteur U de coordonnées, pas moi, lambda 2. Je vous donne le vecteur V de coordonnées 1 lambda. Et je vous demande de trouver lambda pour que U et V soient collinaires. Alors, trouver une condition nécessaire et suffisante sur lambda
pour que U et V soient collinéaires ou que la famille UV soit liée. Je dis directement les mots d'algèbre parce que c'est mon projet. Hein. Vous allez voir que le déterminant, ça va être génialissime parce que ça va vous permettre d'éviter pour étudier la liberté d'une famille. La technique pour étudier la liberté d'une famille, elle est un petit peu embêtante. Il faut écrire une combinaison linéaire nulle avec des scalaires et il faut démontrer que tous les scalaires sont nuls. Et bien grâce au déterminant, vous allez pouvoir éviter de faire ça. Et attention, c'est un outil qui est pratique mais qui ne marche pas dans toutes les situations. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire que la liberté est équivalente au calcul d'un déterminant. En dimension finie, vous allez voir que c'est le cas. Je vais expliquer pourquoi. Bon, donc c'est super simple. Donc, toujours pareil, quand vous devez donner une condition nécessaire et suffisante, vous donnez d'abord la condition nécessaire et suffisante, comme en proba. Vous mettez la condition du cours et vous commencez les calculs après. Parce que si vous faites les calculs en même temps que vous mettez la condition, vous perdez les points de la condition si vos calculs sont faux. Donc, je vous laisse écrire quelle est la condition, vous pouvez écrire en termes de déterminant, et puis ensuite vous calculez le déterminant, deuxième étape. Alors, non nul ou nul? Je sais pas, regarde bien. Bon, on l'a écrit, c'est écrit dans ton cours, mais il faut que ce soit bien clair pour toi. Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Deux vecteurs sont collinéaires si leur déterminant est nul. Si et seulement si d'ailleurs. C'est écrit, hein? C'est écrit? Voilà. C'est là que c'est pour ça que je vous donne un exercice, c'est pour être sûr. Est-ce que vous écrivez nul ou pas nul? Parce que ça change tout, hein? L'inverse, sinon. Alors? Nul. Donc, la condition nécessaire et suffisante qu'il fallait écrire, c'était det de UV égale 0. Ce qui était attendu, voilà, c'est la formule littérale, c'est génial. C'est ça qui est attendu. Hein? Et maintenant, on fait le petit calcul. On met les vecteurs en colonne, hein, toujours. Alors, vous remarquerez que si vous mettez les vecteurs en ligne, on trouve le même résultat. Alors, forcément, c'est une propriété du déterminant. Vous verrez l'année prochaine. Un déterminant s'est transposé en même. Enfin, une matrice s'est transposée en même déterminant. Mais bon, il s'est pas notre propos. Lambda 2 à lambda, on met tout en colonne. Et voilà, on obtient une superbe équation qui vous donne, donc ceux qui l'ont fait. Voilà. Lambda égale plus ou moins racine de 2, parce que ça fait lambda carré moins 2 est égal à 0. Donc lambda est égal à plus ou moins racine carré de 2. Voilà. D'accord? Facile. A3. Alors, A3, c'est exactement comme le dernier item sur les produits scalaires. Le déterminant permet aussi de calculer la distance d'un point à une droite sans exhiber le projeteur orthogonal. Alors, c'est plus normal, c'est plus logique. C'est plus logique parce que, je vais refaire une figure, c'est plus logique qu'avec le produit scalaire. Parce que le produit scalaire, il permettait de virer la composante orthogonale. Donc, je vous refais le dessin qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, vous avez ici, alors on fait des projections orthogonales. Hein. Donc, on est comme ça. Hop. Vous avez deux vecteurs. Vous avez U. Et voilà. Vous avez M0. Vous avez la droite D sur laquelle vous voulez projeter. Et puis, vous avez un point A. Donc, la distance attendue, vous savez tous que la distance sur le chemin le plus court entre un point et une droite, c'est le segment orthogonal à la droite. Donc, vous voulez calculer AH. Donc, en fait, si vous voulez calculer AH, c'est bien que vous voulez garder la composante orthogonale. Ce qui vous gêne, maintenant, c'est la composante sur D.
Eh bien, pour virer la composante sur D, il suffit de faire le produit scalaire avec un vecteur de D. Le déterminant, pardon, avec un vecteur de D. Donc, si vous faites non pas le produit scalaire comme tout à l'heure, vous rappelez que tout à l'heure, on avait fait le produit scalaire entre M0, entre U et M0A. Mais là, on va faire le déterminant. On peut faire tout de suite, ça sort tout seul. Si on fait le déterminant cette fois, entre M0H, entre U, pardon. Attendez, je vais le faire dans le même sens. Je vais le faire dans le même sens que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai mis U en deuxième. Dans la démonstration, j'ai mis U en deuxième. Hein. Je n'ai pas fait de démonstration pour la distance. Donc, on va le mettre en deuxième. Hop. Voilà, je me retrouve. Voilà. Donc, le déterminant, cette fois, on va faire M0A. Le déterminant entre M0A et U. On ne fait pas le produit scalaire. On fait exactement comme tout à l'heure. On injecte H, on appelle la relation de Chasles. Donc ça vous donne det de M0H plus HA U. Et comme le déterminant est bilinéaire, je peux distribuer. Donc ça vous donne det de M0H U plus det de HA U. Qu'est-ce qu'on remarque là? Oui. Les vecteurs M0H et U sont collinaires. Donc pour le produit scalaire, vous vous rappelez que tout à l'heure c'était lui qui était parti. Mais maintenant c'est lui qui part. C'est l'autre. Et là c'est formidable. Parce que maintenant vous avez le déterminant entre HA et U. Alors là il faut un peu réfléchir. C'est que c'est le déterminant de deux vecteurs qui sont orthogonaux. Alors, le déterminant de deux vecteurs orthogonaux, il n'est pas nul. C'est le produit de leur norme fois le sinus. Pas le cosinus, sinus. Donc ça fait, d'après la définition géométrique, HA fois norme de U fois le sinus entre les deux angles, entre les deux vecteurs. Donc plus ou moins 1. Ben voilà, c'est fini. Puisque vous, ce que vous cherchez, c'était HA, non? D'où HA, la distance que vous cherchez, qui est la distance, ça donne le déterminant de M0A scalaire U, alors avec des valeurs absolues, parce qu'il y a plus ou moins 1 qui apparaît. Donc, je vais obtenir une distance algébrique, et je divise par la norme de U. Voilà, vous voyez qu'on vient de calculer une distance sans avoir recours au projeté orthogonal. On n'a pas besoin de trouver H pour trouver la distance. Dans le dernier exercice qu'on va faire dans le cours, là, on va le faire en 3D. Là, je vous fais en 2D, c'est plus simple en 2D qu'en 3D. Mais ça ressemble beaucoup en 3D, c'est le même principe. C'est le même principe. D'accord? Donc, le déterminant, ça permet de faire beaucoup de choses superbes en dimension 2. Mais en fait, ça permet de faire que ça. En fait, il va falloir qu'on comprenne le déterminant comme un outil puissant en dimension 2 qu'on aimerait généraliser en dimension 3. Alors, pour généraliser en dimension 3, il y a du travail. L'année prochaine, quand vous définirez les déterminants, vous ne le ferez pas comme je vais faire maintenant. Je vais faire des définitions qui sont géométriques. En deuxième année, on définit les déterminants comme des formes multilinéaires, antisymétriques, alternées. Enfin, vous verrez, on va donner une définition algébrique. Cette année, on fait des choses géométriques. Ça va nous permettre de reparler de produits vectoriels. Alors, retour sur le cours synthétique. Vous avez ici la définition du produit vectoriel que vous avez déjà dû appliquer en SI et en physique. Parce qu'en physique, effectivement, il y a beaucoup de produits vectoriels qui apparaissent, en particulier en électromagnétisme. Et en SI, c'est dès qu'il y a des rotations, en fait. Dès qu'il y a des choses qui tournent, il y a des mouvements, il y a des produits vectoriels. Alors, le produit vectoriel, c'est bien de le faire en maths un peu avant, parce que ça vous permet d'avoir une assise théorique avant de l'appliquer. Évidemment, il y a deux manières de le définir. Définition géométrique,
Définition analytique. Comme on est dans un chapitre de géométrie, ben, je définis de manière géométrique. Alors, regardez la grosse embrouille. C'est là que votre esprit va commencer à un petit peu briller. On va définir un produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace, qu'on va noter, comme vous le savez, de la manière suivante. Alors, d'une part, déjà, le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est plus un scalaire. C'est pour ça qu'il s'appelle produit vectoriel, pas produit scalaire. C'est qu'il donne un vecteur. Le résultat d'un produit vectoriel, c'est que c'est un vecteur. Donc, puisque je dois définir un vecteur, il faut que je définisse sa direction, son sens et sa norme. Alors, pour la norme, on va prendre deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Vous allez voir que le problème, c'est que dès qu'ils sont collinaires, je vais avoir des trucs nuls. Puisque je voudrais généraliser le déterminant. Alors, si les vecteurs sont non collinaires, alors il y a un angle entre eux. Puisqu'il y a un angle entre eux, que je vais appeler UV, je vais décider, et c'est une décision totalement arbitraire, de définir la norme du produit vectoriel comme étant ce que j'avais donné comme définition tout à l'heure pour la norme du déterminant. Enfin, pour le produit, pour la norme, pour le résultat, pour la valeur du déterminant 2D. Donc attention, ne vous embrouillez pas. Cette formule-là ici, c'est la norme du produit vectoriel 3D. Alors, je devrais mettre même des valeurs absolues, parce qu'éventuellement, l'angle UV peut être négatif. D'accord? Ou on met des valeurs absolues, ou alors on met un petit chapeau pour dire que l'angle n'est pas orienté. Pareil. C'est une norme, c'est toujours positif. Bon. Alors, cette définition-là, elle permet de dire que si les vecteurs UV sont collinéaires, le produit vectoriel, à tous les coups, il va être nul. C'est effectivement ce qui va se passer. C'est exactement ce qu'on veut, en fait. Par contre, ce qui est de nouveau là, c'est que maintenant, il faut que je définisse la direction et le sens. Alors, pour la direction, puisque cet outil voudrait qu'il soit utile dans des problèmes de rotation, l'idée, c'est de prendre arbitrairement comme direction de U vectoriel V la direction orthogonale au plan engendré par UV. Ça veut dire que ici, vous avez un dessin à côté pour bien comprendre. Vous avez un plan P qui est engendré par deux vecteurs UV qui ne sont pas collinaires, je vais le supposer. Il y a le produit vectoriel qui va être orthogonal à ce plan. Mais il ne va pas être orthogonal n'importe comment, parce que sinon, vous savez, il y a deux façons. Orthogonal, il y a un vecteur vers le haut et un vecteur vers le bas. On va décider qu'il soit directement orthogonal. Il va directement orthogonal, c'est la règle des trois doigts de l'électromagnétisme. Vous connaissez? Voilà. Si U il est vers vous, si V il est par là, alors U vectoriel V est vers le haut. Par contre, si U il est vers vous, si U il est vers la gauche et si V il est vers la droite, alors U vectoriel V il est vers le bas. Donc, d'après la règle des trois doigts, c'est comme ça qu'on va définir la direction donc directement orthogonale. Je l'ai mis entre guillemets pour bien comprendre. C'est la règle des trois doigts. Donc, c'est deux dessins. Première configuration, vous avez votre U vers là et votre V vers l'arrière. Deuxième configuration, vous avez votre U vers la droite et votre V vers le devant. Alors, dans mes dessins, il n'y a rien de très. Enfin, c'est que des conventions. Hein. Il faut que vous voyez pareil que moi. Il faut qu'on ait la même perspective, sinon on ne comprend plus rien. Là, quand je fais ce dessin-là, pour moi, U est devant, V est derrière dans le plan. Parce que je regarde le plan du dessus. Ici, comme je regarde le plan du dessus, le U il est là et le V il est devant. Vous voyez tous pareil que moi? Bon, tant mieux. Si vous voyez tous pareil que moi, c'est logique donc de dire que U vectoriel V, il est comme ça. C'est un vecteur normal au plan. Alors, ici, il y a un vecteur, ici, il y a un angle droit, ici, il y a un angle droit. Mais entre U et V, non. Hein. Je ne sais pas. Si l'angle est droit, alors le sinus vaut 1. Non, mais on ne sait pas. Et ici, pareil, angle droit, angle droit. Voilà. C'est la convention, la définition d'un produit vectoriel. OK? Pas de problème. Donc évidemment, le produit vectoriel est super utile parce qu'il va nous permettre de trouver de manière très rapide des équations de plan, puisque vous allez avoir des vecteurs normaux. Dès que vous avez le vecteur normal à un plan, pour trouver son équation cartésienne, c'est très facile. Donc on va gagner beaucoup de temps par rapport à la terminale, où pour trouver des équations de plan, on met un peu de temps. Vous allez voir que ça va être très rapide. Bon. Mais par contre, ça va être rapide à condition qu'on ait une formule analytique. Si on n'a pas de formule analytique pour calculer le produit vectoriel, eh bien on va devoir à chaque fois se calculer tout ça, et puis la direction orthogonale, comment on va faire. Alors c'est ça qui est génial, c'est que la formule analytique va nous permettre, elle va être suffisamment jolie pour être utilisable. Et comme vous le savez quand même,
elle est jolie, mais elle n'est pas aussi jolie qu'avant. En fait, pour calculer un produit vectoriel, il y a quand même voilà, il y a une technique de calcul qui est un petit peu plus désagréable. Alors, je vais vous montrer comment les matheux ils font, parce qu'il ne faut pas comme les profs de SI, même si c'est le même résultat. Alors, U et V sont collinéaires, si et seulement si leur produit vectoriel est le vecteur nul. Bah oui, c'est évident, puisque regardez la définition. Collinéaire, c'est-à-dire la famille est liée, quoi. La famille est liée, ça veut dire que la norme où l'un des vecteurs est nul, j'ai oublié de dire, hein, le produit vectoriel est nul, si l'un des vecteurs est nul. Hein. Ou si les vecteurs sont collinéaires. Donc justement, dans la définition, il y a écrit ça. Il y a écrit qu'on a défini un produit vectoriel pour qu'il s'annule si et seulement si la famille est liée. Par contre, mettez bien la flèche en valeur là, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a un résultat vectoriel, non pas scalaire. Alors, la formule analytique, vous la connaissez déjà dans un repère orthonormé direct, vous l'avez déjà appliqué. Malheureusement, on ne peut pas la démontrer parce que on pourrait le faire, mais c'est un peu calculatoire. Pas très compliqué, mais c'est un peu calculatoire. Donc, ici, on se donne deux vecteurs de l'espace dans un repère orthonormé direct de l'espace. Donc, je mets leurs coordonnées en colonne pour préparer psychologiquement à faire des calculs de déterminants juste après. Donc, ce qui se passe, c'est que pour calculer leur produit vectoriel, alors vous avez une technique en SI. Je crois que vous mettez x là, comme ça. Ça. Vous recopiez. Sinon, on barre celle du milieu aussi. Ouais. On met celle du milieu, on met en -1, ça va même. Alors voilà, nous, c'est comme ça qu'on fait. Alors, c'est comme ça qu'on fait, même si peut-être ça vous ferait plus désagréable, mais ne contournez pas le problème parce que l'année prochaine, vous allez devoir le faire comme ça. Pour les déterminants sont définis à partir des produits vectoriels. Et pour calculer les déterminants, il va falloir les calculer très vite. En maths, jamais on rajoute une quatrième ligne dessous avec au crayon et tout. Hein. Je vous le dis. Alors, c'est pas grave si vous le faites, mais à l'oral, on va se dire, tiens, vous n'avez pas eu de prof de maths. Nous, on ne fait pas comme ça. Donc, pour calculer un produit vectoriel, on calcule 3 déterminants. Le premier déterminant, pour trouver la première coordonnée du produit vectoriel, on calcule le déterminant de la matrice constituée par les 4 coordonnées qui restent. Autrement dit, l'abscisse du vecteur U vectoriel V, regardez, c'est pile poil le déterminant entre YZ et Y'Z'. OK? Donc pour trouver la première coordonnée, c'est le déterminant de ce qui reste. Pour trouver la deuxième coordonnée, l'ordonnée du vecteur U vectoriel V. Alors attention, c'est là qu'il y a un petit piège. C'est qu'on fait le déterminant, c'est le même principe. On fait le déterminant, donc on vire à la deuxième ligne. On calcule le déterminant de ce qui reste. Mais on peut mettre un moins 2. Donc ça, c'est un truc dans les déterminants qui est omniprésent. Ça s'appelle la règle de Sarup. Donc, je sais que peut-être que vous n'aimez pas le faire comme ça, mais vous allez devoir le faire comme ça pour les déterminants. Préparez-vous. Et pour le troisième, bah, évidemment, vous avez compris, c'est le déterminant de ce qui reste, mais là, il y a un plus. Donc, si vous voulez apprendre que les coordonnées du produit vectoriel, c'est déterminant moins un déterminant et plus un déterminant, eh ben ça me va. Donc plus, moins, plus. Et le dernier, c'est x, y, x', y'. Je ne sais pas si vous y voyez. On voit mieux en noir qu'en bleu. Plus, moins, plus. D'accord? Bon, on va faire un calcul ensemble tout à l'heure pour vérifier que vous sachiez faire ce genre de choses. Alors, totalement admis les propriétés algébriques du produit vectoriel. Rien ne laissait entendre qu'il ait de la linéarité ou c'est bien facile. En fait, on peut démontrer qu'il est bilinéaire, donc comme le déterminant, et il est antisymétrique comme le déterminant. Antisymétrique, c'est facile. Parce que regardez, si vous intervertissez U et V, bah, ça va simplement faire. Alors, ça va rien changer parce que la norme va toujours être la même puisque c'est un angle non orienté. Par contre, si vous intervertissez U et V, vous voyez que le produit vectoriel qui était comme ça, il passe dessous. Donc, il est multiplié par -1. Donc, le produit vectoriel de UV, c'est moins le produit vectoriel de V par 1. Alors, chapitre par compétence. À quoi ça sert le produit vectoriel? Alors, ça sert à essentiellement deux choses. D'abord, et avant toute chose,
ça permet de trouver le vecteur normal à un plan. Donc, petit exemple tout bête, au pif, toujours pareil. Donc, l'espace est muni d'un rond repère ortho normé direct OIJK. Donc, si c'est pas normé direct, les formules qu'on donne ne marchent plus. Hein. On se donne deux vecteurs. On donne deux vecteurs, coordonnées, on s'en fout. Hein. Un, peut-être je pourrais me préparer ce qui suit, là, je peux mettre du lambda, quoi. Je vais mettre 1, 0, lambda, V, je vais mettre, du lambda ici, ça va être rigolo. Je vais mettre du 1 et du moins 1. Voilà. Et je vous demande trouver un vecteur. Trouver. Alors, lambda, j'ai pas dit. Hein. Avec lambda, un réel fixé. On va récupérer ces vecteurs après pour faire les questions d'après. Trouver un vecteur normal pour le plan P engendré par U et V. Donc vous voyez, quand je mets des plans vectoriels, je ne vous dis pas par quel point ils passent. C'est toujours l'origine. Et en fait, vous voyez que le fait qu'il passe par l'origine ou pas, ça ne changera pas son vecteur normal. U et V vous permettent uniquement d'être sûr de connaître la direction du plan. Donc dès que vous connaissez sa direction, il est très facile d'obtenir un vecteur normal identique pour tout le monde. Alors, identique pour tout le monde, évidemment, un facteur multiplicateur près. Donc, dans ma tête, ne vous embêtez pas à faire un dessin 3D, vous ne pouvez pas de toute façon. Dans votre tête, vous devez voir U, vous devez voir V, et vous devez vous dire, le prof, il me demande un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, je ne sais pas trop dans quel sens, visiblement, si on utilise un produit vectoriel, ce sera dans cette configuration-là. Alors, vous savez, une propriété de géométrie très connue, c'est qu'un vecteur orthogonal à deux droites séquentes d'un plan, un vecteur orthogonal à deux droites séquentes d'un plan, est orthogonal à toutes les droites de ce plan. C'est le théorème du niveau à bulles, ce qu'on font tous les ouvriers pour vérifier qu'une table est horizontale. Pour vérifier qu'une table est horizontale, il suffit de remettre le niveau à bulles dans deux directions différentes. C'est ça. Pour être sûr qu'une table est bien horizontale, c'est-à-dire est bien orthogonale à une verticale, eh bien, vous vérifiez que le plan est bien orthogonal à deux. Alors, deux droites séquentes de ces plans sont orthogonales à un même vecteur normal, sont bien horizontales. Donc ici, à partir du moment où vous trouvez le produit vectoriel, ce produit vectoriel, puisqu'il est orthogonal à la fois à U et à V, alors il est orthogonal au plan tout entier. C'est logique. Allons-y. On peut mettre le résultat directement, puisqu'il n'y a rien à faire, juste voir si vous savez calculer un produit vectoriel. C'est ça. C'est-à-dire que le plan est dimension 2. Deux générateurs de ce plan définissent entièrement sa direction. C'est une base du plan. On va l'appeler N. On mettez directement ses propres coordonnées. Rien à faire. On va essayer de me forcer de le faire avec des déterminants.
ceux qui ont fini B2. Prends le même exemple. Voilà, donc lambda, qu'est-ce qu'on pense de lambda alors, oui, c'est ça. Ouais, tu peux les mettre les résultats. Donc, il faut vous entraîner à faire des produits vectoriels rapidement. Et vous allez voir que vous allez rentrer de couche avec le final déterminant en 5 minutes. Bien avoir compris géométriquement comment vous faites que cacher une ligne, bing bing, vous faites le produit en droit. Ok, et donc le B2 directement, fais-le. Le premier c'était bon. Ah, ok. Si. Si. Le premier était moins lambda. On cache la première ligne, on peut produire 3. Au premier 0 fois moins 1. Oui. Ah, voilà. Le deuxième, par contre. Alors, le deuxième. Donc, le premier, mon lambda carré. Le deuxième, on cache cette ligne-là. Et on fait le produit en croix. Moins 1, moins lambda. Moins 1, moins lambda. Et on multiplie tout par moins 1. Ou alors, si vous voulez pas faire comme ça, vous faites de déterminant dans l'autre sens. C'est moins 1, moins lambda. Ah, c'est tard, c'est moins le tout facteur de moins 1 moins lambda. Moi, c'est ce que tu avais. Bon, je ne vous oblige pas à utiliser mes techniques à moi. Si votre truc de SI marche, faites-le comme avant. Moi, ça ne me dérange pas. Mais soyez efficace et préparez. Vous allez voir si vous allez réussir à adapter vos techniques de calcul aux déterminants. Si vous y arrivez, gardez vos méthodes. Et le dernier, regarde, tu caches la troisième ligne. Déterminant. Oui. Alors là, c'est vecteur nul. Hein. Donc en fait, n'oublie pas, alors, ou les trois, ou alors carrément le vecteur. Si vous mettez les vecteurs nuls, on comprend. Voilà, merci. Donc il n'est pas possible effectivement que les trois s'annulent en même temps. Alors, je vous ferai remarquer que B2, je veux bien utiliser le produit vectoriel parce que c'est une application directe du produit vectoriel, mais qu'on soit bien clair, on n'a pas besoin du produit vectoriel pour faire ça. Pour savoir si deux vecteurs sont collinaires, il suffit de regarder. Vous voyez, vous avez deux vecteurs ici. Vous voulez que les coordonnées soient
deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Ça sort tout ça, non? Parce que pour que ça soit proportionnel à ça, il y a un 0 en plus. C'est-à-dire que lui, il est forcément multiple de 0. Donc il est nul. Et si lambda il est nul, ça ne marche pas. C'est pas proportionnel les coordonnées. Donc le seul candidat, c'est lambda égale 0. Analyse, synthèse. Lambda égale 0 ne marche pas, donc il n'y a pas de solution. Donc je veux bien qu'on fasse un produit vectoriel pour ça, mais effectivement, c'est beaucoup mieux. V1, oui, très fort. Les deux, non. Mais bon, on l'a fait. Ensuite, B3, ben alors là, effectivement, tous les problèmes qui font intervenir des rotations, là, je ne mets pas d'exemple. J'aimerais bien, enfin, mardi, je ne sais pas, on n'aura pas le temps. J'aurais bien aimé vous parler un peu de rotation, mais bon, non. Donc, dès que vous aurez des rotations en 2D ou en 3D, vous verrez, en 3D, surtout en 3D, vous utiliserez des produits vectoriels. Donc, en mécanique, moment d'une force rotationnelle, et puis aussi en électromagnétisme. Donc, voilà pour le produit vectoriel express. Maintenant, enfin, le déterminant dans l'espace. Je voulais arriver là, hein. On est là pour ça en fait. On a tout construit pour être prêt à définir le déterminant dans l'espace. Alors, on rappelle que le déterminant dans le plan, il permet de savoir si deux vecteurs sont collinaires. Il est nul si et seulement si deux vecteurs sont collinaires. En 3D, le déterminant, il ne va plus agir sur deux vecteurs, mais sur trois vecteurs. Puisque le concept que j'aimerais résoudre, c'est qu'en fait, je voudrais mettre trois vecteurs. Vous voudrez mettre trois vecteurs, leurs coordonnées, je voudrais les mettre en colonne. Donc ici, vous aurez le vecteur U, ici, vous aurez le vecteur V, et ici, vous aurez le vecteur W. Vous vous trouveriez avec une matrice carrée. Et j'aimerais que ce déterminant soit nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires. Ce qui se dit en algèbre linéaire, la famille est liée. Donc en fait, j'aimerais définir un objet qui s'annule lorsque la famille alors, de trois vecteurs en dimension 3 est liée. Attention, les déterminants ne marchent que si on a un nombre de vecteurs dans la famille égal à la dimension de l'espace. Deux vecteurs du plan, trois vecteurs de l'espace, ou vous verrez 4 vecteurs de R puissance 4, ou n vecteurs de R puissance n. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un gros théorème en dimension finie que vous n'avez pas eu sûrement le temps de voir, c'est que toutes les bases d'un espace de dimension finie ont même cardinal. D'ailleurs, c'est la définition de la dimension d'un espace. On appelle dimension d'un espace le nombre de vecteurs de ces bases. En dimension 3, toutes les bases sont constituées de 3 vecteurs non coplanaires. En dimension n, toutes les bases sont constituées de n vecteurs non coplanaires. Donc, si je vous donne une famille, et que cette famille, elle n'a pas un nombre de vecteurs égal à la dimension de l'espace de travail. Ce n'est pas une base, laisse tomber. Donc déjà, c'est mort. S'il y a trop de vecteurs, elle est sûrement liée. Et s'il n'y en a pas assez, elle n'est sûrement pas génératrice. Parce que soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Donc pour qu'elle soit une base, déjà, il faut qu'elle ait comme nombre de vecteurs la dimension de l'espace en bien. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'évidemment, en dimension 2, c'est très simple, contre exemple très simple. Dimension 2, je vous donne ce vecteur et ce vecteur. Voilà, vous avez U, vous avez V, évidemment, ce n'est pas une base. Pourtant, il y a deux vecteurs en dimension 2. Eh bien, le déterminant, il sert à ça. Il permet, quand vous avez une famille, je vous donne une famille de n vecteurs, donc quand vous contrôlez, c'est facile, c'est de compter, qu'il y a bien n vecteurs dans la famille. Et maintenant qu'il y a n vecteurs dans la famille, il n'y a qu'une seule chose à calculer, c'est le déterminant. Si le déterminant il est nul, la famille est liée, donc ce n'est pas une base. Si le déterminant n'est pas nul, la famille est libre. Et il y a un théorème qui dit effectivement que si la famille est libre et que le nombre d'éléments de la famille, c'est la dimension de l'espace, alors elle est forcément génératrice. Donc c'est une base. Ok? Donc ça c'est un théorème qui arrive à la fin du chapitre 2, dimension finie. Voilà, ça reste un déterminant. Donc moi ce que je voudrais, c'est calculer le déterminant d'une matrice 3-3. De sorte à ce qu'il s'annule lorsque les trois vecteurs sont coplanaires. Eh bien on va utiliser le produit vectoriel. Alors pourquoi? Parce que le produit vectoriel, alors certes il s'annule lorsque les vecteurs sont collinaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est génial avec le produit vectoriel, c'est qu'il est orthogonal aux deux premiers vecteurs. Allez, j'ai plus de... Donc, ce qui se passe, on est dans quelle configuration? On a U, on a V. Et on a U vectoriel V qui est orthogonal. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, mais on s'en fout. Si on fait le produit scalaire, si on prend W, W c'est un troisième vecteur, et j'aimerais, alors je vais prendre le plan en un instant.
Imaginons que W est dans le plan. Ce vecteur, il est dans le plan, donc il est forcément normal au vecteur normal au plan. S'il est normal au vecteur normal au plan, ça veut dire que normalement le produit scalaire entre ces deux vecteurs doit être nul. Si ce produit scalaire il est nul, ça veut dire que forcément W est orthogonal au vecteur normal, donc il est coplanaire avec les deux premiers vecteurs. Si le produit scalaire il n'est pas nul, eh ben, ça veut dire que W n'est pas dans le plan engendré par U et V. Donc c'est une condition nécessaire suffisante. Trois vecteurs sont coplanaires, s'il y a seulement si le produit scalaire entre un vecteur et le produit vectoriel des deux autres est nul. Ça s'appelle un produit mixte. Vous voyez, parce que je fais un produit scalaire entre deux vecteurs dont l'un des deux est un produit vectoriel. Ça s'appelle un produit mixte. Eh bien, ce produit mixte s'appelle le déterminant. Donc le déterminant de trois vecteurs, c'est le produit scalaire d'un des vecteurs avec le produit vectoriel des deux autres. Ok, définition elle est là. Vous l'avez à la suite de votre cours. Donc, produit mixte, le det de UV et W. Le det de UV et W. C'est défini par le produit vectoriel entre U et V scalaire W. Alors, en fait, on peut démontrer, mais on le fera l'année prochaine, qu'en fait, on peut le faire, on peut très bien faire aussi U scalaire V vectoriel W. C'est pareil. On fait le même résultat. En sup, il est décrit dans le programme explicitement de le définir comme ça, donc on le définit comme ça. Mais ça marche géométriquement pour comprendre qu'en tout cas, il s'annule dans les mêmes conditions. Donc vous voyez qu'il va falloir être bon pour calculer un déterminant, parce qu'en fait, il va falloir faire un produit vectoriel fois un produit scalaire. Trois vecteurs sont coplanaires. Si seulement si leur déterminant est nul, on vient de l'expliquer à l'oral. Je l'admets, mais je vais faire une démonstration à l'oral. Interprétation géométrique. Bon, je ne vais pas la démontrer. C'est un petit problème de géométrie 3D. Si tu calcules le déterminant de trois vecteurs, sa valeur, c'est le volume algébrique du parallélépipède construit sous ces trois vecteurs. Si tu mets des valeurs absolues, forcément, c'est le volume non algébrique, le volume positif. Donc, c'est quoi un parallélépipède construit sous trois vecteurs? Tu as U, tu as V, tu as W. Et donc, le parallélépipède, c'est ça. La base, c'est ce parallélogramme. La face de derrière, c'est ce parallélogramme. Ici, la face de devant, c'est ce parallélogramme. Et maintenant, vous reliez les points. Voilà. Eh bien, le volume de ce machin, de ce parallélépipède, c'est le déterminant, c'est la valeur absolue du déterminant. Et c'est positif si et seulement si le parallélépipède il est direct. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le parallélépipède direct. Ça veut dire que les points ils tournent dans un sens plutôt direct. En fait, ça veut dire que les trois vecteurs qu'il engendre sont dans le sens de la règle des trois doigts. C'est ça que ça veut dire, un parallélépipède direct. Voilà, bon, ça se démontre assez facilement. Il faut faire basse fois hauteur, il faut regarder, ça marche. En fait, U vectoriel V, c'est l'aire de la base. U vectoriel V, c'est l'aire de la base. Enfin, le volume, pardon, pas U vectoriel V, excusez-moi, le module, la norme de U vectoriel V, c'est l'aire de la base. Parce que, vous vous rappelez, elle est définie avec un sinus, comme pour le déterminant, qui était l'aire de le parallélogramme. Donc en fait, c'est pour ça, en fait, et quand vous faites après basse fois hauteur, en fait, vous avez besoin, pour faire la hauteur, vous avez besoin d'un produit scalaire. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a cette interprétation géométrique qui nous conforte dans l'idée que trois vecteurs coplanaires, ils vont former un parallélépipède plat, de volume nul. Donc ça explique bien, géométriquement, on voit bien qu'un déterminant est nul si et seulement si les vecteurs sont coplanaires. Il faut que le W il soit dans le plan engendré par U et V. Ça, c'était la définition algébrique. Alors, il n'y a pas de définition géométrique pour déterminant en 3D. On n'a pas besoin. Alors, on peut la donner si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Vous n'allez pas vous amuser avec des cosinus, des sinus, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que lui, là, c'est un vecteur. Il faut introduire le vecteur normal, unitaire. Bon. Donc, pas de définition géométrique, uniquement définition, expression analytique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on fait le produit vectoriel des deux premiers, scalaire le troisième. Donc, on prend trois vecteurs dans un repère orthonormé direct, on crée la matrice, et maintenant, on imagine qu'il y a une petite césure. On va faire ce qu'on appelle un développement par rapport à la troisième colonne.
Pour calculer un déterminant, en sup, on le développe par rapport à la troisième colonne. En SP, on vous expliquera qu'on peut aussi le développer par rapport à la première. Nous, on oublie ça. Pour développer un déterminant par rapport à la troisième colonne, tu fais le produit vectoriel des deux premières colonnes, scalaire la troisième. Donc, ou vous le faites en 2 étapes, ou en une. Après quelques mois, en général, on le fait direct. Bon, au début, on commence tranquille, en général. Bon, on fait ça, multiplié par l'abscisse du produit vectoriel des deux premières colonnes. L'abscisse du produit vectoriel des deux premières colonnes, vous savez qu'elle est donnée comme par le déterminant qui est là. Donc, pour calculer un déterminant en 3D, tu fais x secondes fois ça fois ça moins ça fois ça. Et souvent, on fait de tête. C'est pas fini. Là, j'ai fait que l'abscisse, j'ai fait le début du produit scalaire. Ça fois ça, plus ça, multiplié par le déterminant qui reste lorsque j'enlève la deuxième ligne. Plus ça fois ça fois ça moins ça fois ça. Mais en fait, ça fait que moins. Puisque le déterminant, il faut rappeler qu'il y a le produit vectoriel, il y a un moins dans le deuxième. Donc en fait, la règle de Saros, elle dit que le signe de la case verte ici, c'est plus. Et le signe de la case rouge, c'est moins. Le signe de la case, il me reste, bleu, c'est plus. Voilà. Donc, pour calculer un déterminant, on fait ça facteur de ça fois ça moins ça fois ça, moins ça facteur de ça fois ça moins ça fois ça, plus ça facteur de ça fois ça moins ça fois ça. Gymnastique. C'est écrit à côté. Oui. Oui. C'est le déterminant d'une matrice. Et alors donc, à votre avis, à quoi ça va servir pour les matrices, justement? Le déterminant. Alors, des paliers. Inversible. Une matrice sera inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Parce que si le déterminant il est nul, ça veut dire que les trois colonnes de la matrice sont liées. Si les trois colonnes de la matrice sont liées, ça veut dire que quand vous allez faire du Gauss-Jordan. Alors, ah oui, attention. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé un truc. Gauss-Jordan, vous le faites toujours en ligne. C'est normal, puisque pour résoudre un système linéaire, on fait des opérations sur les lignes du système. Donc, on fait des transvections, des dilatations sur les lignes et des échanges de lignes. Mais en fait, il y a un autre Gauss-Jordan. C'est le Gauss-Jordan en colonne. La petite technique qui permet de faire apparaître des pivots sur la diagonale et des zéros dessous, puis après dessus, on peut la faire aussi en colonne. Sauf que ça change un petit peu, ça tord le cerveau. C'est qu'en fait, tu ne fais plus apparaître des zéros d'abord dessous, puis dessus, mais tu vas faire apparaître des zéros à droite, puis après à gauche. Tu vas utiliser que quand tu as une matrice ici, là, quand tu as un pivot ici, ce pivot-là, il va permettre de vider la ligne. Pourquoi? Parce que tu vas remplacer la ligne 2 par elle-même moins la ligne 1 fois le scalaire qui est là. Si tu fais C2 moins alpha fois C1, bim, il y a 0. Après, tu fais pareil ici, 0. Puis après, idem. Et puis après, une fois que tu as vidé à droite, tu vides à gauche. Ça, c'est Gauss-Jordan en colonne. Il marche aussi. Alors attention, il ne s'applique plus du tout au système. Pour le système linéaire, évidemment, il ne faut pas faire comme ça. Si vous faites comme ça pour le système linéaire, vous n'obtiendrez pas la solution du système, c'est sûr. Mais en algèbre linéaire, comme vous avez compris, on met tout en colonne. Donc, quand vous allez chercher à savoir si une matrice est inversible, vous pourriez faire plutôt des opérations sur les colonnes, en vous disant, est-ce que mes trois colonnes sont liées? Si elles sont liées, ça veut dire qu'il y en a une qui s'exprime comme combinaison linéaire des autres. Donc, si je fais des opérations sur les colonnes, je vais finir par trouver peut-être une colonne de 0. Si j'arrive à trouver une colonne de 0 en faisant des combinaisons linéaires sur les colonnes, ça veut dire que ma famille était liée. Une combinaison linéaire des colonnes qui donne le vecteur nul. Une combinaison linéaire non triviale, évidemment. Donc, ça voudra dire que dans ce cas-là, une fois que tu auras fait ton Gauss-Jordan en colonne, par exemple, tu obtiendras ça. Le rang de ta matrice sera 2. Donc, elle ne sera pas inversible. Une matrice est inversible si et seulement si ces trois vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. Si et seulement si ces trois vecteurs lignes sont linéairement indépendants. Je préfère vous le dire en colonne, puisqu'on fait tout en colonne. D'accord? Donc voilà la configuration. Une matrice sera inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Propriété algébrique admise. Le produit mixte ou le déterminant est trilinéaire. Alors, trilinéaire, ça veut dire qu'il suffit de la linéarité par rapport à une variable en fixant les deux autres. Ça, on ne va pas trop en parler. Antisymétrique, ça veut dire que quand tu intervertis deux colonnes,
tu multiplies ton déterminant par moins 1. Et invariant par permutation circulaire, ça veut dire que si tu as A, B, C, et que tu donnes un coup comme ça, là, bing, et que ton A, ta colonne 1 devient colonne 2, ta colonne 2 devient colonne 3, ta colonne 3 devient colonne 1, ça s'appelle une permutation circulaire, eh bien le déterminant, il est inchangé. Voilà. Pas spécialement besoin de le savoir ensuite. Il est invariant par permutation circulaire. Alors, on y va pour des petits calculs. Vraiment, c'est utiliser un déterminant dans l'espace. Je dis, voilà. Ah non, vous avez quoi, 13h? Ah ouais, non, je peux pas. Ok. Voilà. Bon, donc on va devoir s'arrêter là. Donc, on a déjà bien avancé. Demain, on termine ça. On termine le cours. Dingue. Alors, pour demain, ce qui serait bien, c'est que vous ayez le temps de faire l'exo de développement limité. Là, vous savez, l'exo, je ne l'ai pas sur moi, là. Le QCM tout faux, là. Tout est faux. L'exo 3 ou 4. 6. Ouais, peut-être. Regardez ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement parce que ça, c'est pas très agréable à enregistrer. Merci à tous. Ah mince, partager l'écran. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour demain, on dit qu'on se fait développement limité, exo 6, tu m'as dit ça? Je vais vérifier. Voici un. Et puis, exo 6, ouais, c'est ça. Et puis, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez déjà faire dans exo 1, à la fin, il y a un exo là. Exo 1, vous pouvez faire sans aucun problème le petit 1, très facile. Le petit 1, c'est très facile. Et je pense que vous pouvez prendre de l'avance par rapport à moi et faire le petit 2. Petit 2, réfléchissez. Alors, c'est une question de terminale. Mais en fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez maintenant utiliser les déterminants pour gagner du temps? Si vous essayez de forcer à vous dire à quoi le det, ça va me faire gagner un temps fou par rapport à la terminale. C'est ça le concept. Donc, petit 1 et petit 2 de l'exercice 1 et exercice numéro 6 de développement limité. OK? Oui. On peut aussi faire un développement par rapport à la première ligne. Ouais. Mais en sup, il est recommandé, ce qui est demandé, c'est le développement par rapport à la troisième colonne. Après, si vous obtenez le bon résultat, je ne vais pas venir vous chercher. Hein. Moi, ce que je veux demain, c'est j'ai trouvé pour le déterminant 42. Oui? J'ai pas entendu. Bah oui, oui. Parce qu'après, il y a un chercherie qui vient, donc je suis là, je vais faire un fait. Pas de problème. Merci, à demain. Monsieur. Ah oui, mais demain à distance. Hein. Je ne pourrais pas venir. J'ai beaucoup de questions tout à l'heure. Là, je sais pas pourquoi on a parlé de ça et après on avait dit que c'était HA fois la norme de U. Alors lui, il est nul. Lui, nul, c'est bon. L'air est nul. Bien sûr, le déterminant de vecteur, c'est norme de premier. Norme de deuxième, et sinus de norme de Ah oui, c'est bon? Oui, je l'ai pas mis. Oui, j'ai tout mis. J'ai tout mis, j'ai pas mis sur ça d'ailleurs. Ça marche que en 3. Ça marche que les gros développements de procédure parce qu'en 3, c'est comme il y a une dimension d'espace à faire. Ça marche que dimension, si on regarde bien, je vais décomposer une permutation circulaire en un nombre pair. Je pense que je vais pas reprendre. Pour la raison que parce que j'ai tout mon programme de deuxième année donc je préfère ne pas m'engager là-dessus. Monsieur? Tous mes cours. Ouais, j'arrive 2 secondes. Hein. Je suis là 2 secondes. 2 secondes. Par contre, alors, je vais vous demander de faire, mardi prochain, je vais vous le dire, mais tous les cours que j'aurai pas le temps de faire, je les ai enregistrés sur YouTube. Donc là, il faut que vous en profitiez. Enfin, il dure 3 heures. Il faut que vous fassiez les polynômes, les intégrales, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas suivi à distance. Je comprends. Bah là, justement, ça l'occasion de reprendre et puis vous aurez des exos à faire et à la semaine de la rentrée, on reprendra tout ça. Enfin, on ne reprendra pas les cours. En tout cas, je répondrai à toutes vos questions. C'est sûr. Et Madame Grobard aussi. On est au courant. Ouais, super.
Voilà. Lundi et mardi, on peut pouvoir en présentiel ou Mardi en présentiel mardi, et lundi, non. Et lundi, c'est toute la journée. Lundi, c'est matin. 9h midi, 9h midi. Mais je crois que vous allez avoir un TP2SI lundi après-midi. Ok. Et vous, mardi, c'est présentiel. 9h midi ici. Ouais, comme il y a le conseil de classe après, on en profite, il y en a qui vont venir. Et vous avez des papiers aussi à un moment où j'avais compris que vous avez dit qu'à partir du 15 août, vous donnez Ouais, en fait, je vais vous les envoyer dans 2 semaines. Quoi. Dans 2 semaines, vous allez avoir une planche qui va arriver sur vos mails et vous aurez à le faire pour la rentrée. À votre rythme. Je vous en prie. Au revoir. Oui, je suis là. Dites-moi. Juste, vous pourrez envoyer le cours par compétences pas complété. Il me manque pas mal de titres en fait. Eh ouais, d'accord. Ben, je vais le Je sais pas faire. si c'est possible. Oui, oui, c'est carrément possible. Je vais juste corriger il y avait quelques petits bugs. Je vais les corriger et je vous l'envoie. Ouais, mais même pas forcément complété, juste les titres ou quoi. Enfin, ça me Ouais, parle d'accord. Mais il y avait quand même quelques petits bugs. Je peux pas t'envoyer un truc avec. aussi. Ok. Ça Ok, va. bah, merci. Je t'en Au prie. revoir. Au revoir. Conversation 16. Oh là là, j'ai pas de conversation. Il y a des gens qui veulent me poser des questions. Merci, au revoir. Ah ouais, c'est au revoir. Ok.